S'il y a deux sujets explosifs depuis quelques années, c'est bien l'identité et l'immigration. Eh bien, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai discuté de ces thèmes très délicats avec Christian Rio, correspondant à Paris pour Le Devoir. Christian Rio, bienvenue au Franc-Tireur. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, aime à dire que le débat identitaire, c'est dangereux, que ça ouvre la porte à toutes sortes de dérapages et que ça peut même mener à des tragédies comme celle du 29 janvier 2017 à la Grande Mosquée de Québec. Vous qui vivez en France depuis 20 ans, qui êtes un fin observateur de la vie française, et on parle d'identité tous les jours en France depuis des années. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos-là de Philippe Couillard? Je m'excuse de le dire comme ça, là, mais c'est des propos dont on a l'impression qu'elles sont tenus par un premier ministre d'une province reculée, quelque part, loin des centres d'intérêt du monde. On parle d'identité en France, on parle d'identité partout. Richard, partout on parle d'identité. On parle d'identité en Europe, on a parlé d'identité en Grande-Bretagne quand on a fait le Brexit. C'est dans le monde entier qu'on parle d'identité. Alors, si tu me dis que le Québec parle d'identité, bien, la seule réflexion que j'ai face à ça, c'est de dire, bien, c'est bien, le Québec est dans le monde. Et dans le monde, à une époque de mondialisation, c'est normal qu'on parle d'identité. Les peuples sont heurtés par une mondialisation qui est souvent sauvage, qui leur amène un certain nombre d'intérêts, qui leur amène une certaine richesse, parfois, mais pas toujours, mais qui les bouscule dans leurs habitudes, dans leur culture, dans leur identité, justement. Et c'est normal de se poser ces questions-là. Les peuples réagissent, c'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se boucher le nez là-dessus, puis on va essayer de penser à autre chose. Ça fait déjà un certain nombre d'années que dans beaucoup de pays, on fait ça. Ben, welcome to the world. Et c'est pas d'extrême droite ou fasciste en soi de parler de ces questions-là. Il y a différentes façons d'aborder ces questions-là. Relisez les discours de Gaulle, relisez les discours de René Lévesque. On parlait d'identité à cette époque-là. De Gaulle parlait de l'identité française. Pourtant, De Gaulle n'était pas un fasciste, n'était pas un homme d'extrême droite. Au contraire, l'extrême droite était contre lui, va essayer de l'assassiner, essayer de s'en débarrasser. L'identité, ça concerne la gauche, la droite. Ça concerne tout le monde. Les peuples ont une identité. Évidemment, il ne s'agit pas de faire de cette identité-là le seul et unique critère de tout, puis comment on définit cette identité-là. Mais l'identité, c'est... Écoutez, sans identité, on est quoi? On grandit parce qu'on a une identité, d'abord sexuelle, ensuite on a une identité familiale, après on a une identité nationale, et on se construit à partir d'un modèle, à partir de quelque chose qui existe, une culture qui était là avant nous. Après, une fois qu'on a intégré cette identité-là, une fois qu'on a appris ce qu'on a à apprendre, oui, on peut la transformer, l'identité. Il y a une richesse dans tous les peuples, et tous les peuples qui sont normalement constitués ont le droit, librement, d'abord de développer leur propre richesse puis leur propre personnalité, mais ensuite, comme jamais auparavant, de s'ouvrir aux autres. C'est actuellement qu'on est isolé dans une cage. Quand on sera chez nous, on va s'ouvrir comme jamais auparavant. On ne se construit pas sans identité. Et les peuples le savent très bien. C'est pour ça qu'ils chérissent leur identité. C'est pour ça qu'ils la protègent. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas accueillir les étrangers, qu'on ne peut pas accueillir les autres. Mais accueillir les autres, c'est les accueillir où? Dans un hall de gare? Il faut une identité pour accueillir les gens. Sinon, on ne les accueille pas. Justin Trudeau, dans une entrevue au New York Times, s'est vanté de dire que le Canada est le premier État post-national, sans cœur, sans identité propre. Finalement, on est un hôtel. Il pousse le concept de multiculturalisme encore plus loin que son père. Je pense que la reine Victoria aurait dit ça. Elle aurait dit que l'Empire britannique n'a pas d'identité. Parce que, évidemment, quand on a l'idéologie de l'Empire, puis quand on domine des nations, on gère des groupes ethniques, puis on s'arrange pour que ça ne fasse pas trop de guerre, que ça ne fasse pas trop de problèmes, et puis on s'occupe des questions importantes de l'économie. On fait de l'argent. Mais c'est bizarre quand même de reconnaître l'identité des autres, mais pas la sienne. De dire, oui, vous êtes des Turcs, oui, vous êtes des Syriens, oui, vous êtes des Indiens. Venez au Canada, mais qu'est-ce qu'un Canadien? Ce n'est que la somme de tous les gens qui viennent s'établir au Canada. Mais vous remarquerez que ces gens-là, au bout d'un an ou deux, ils parlent tous anglais. Ils écoutent tous la télévision américaine. Hein? Leur culture, bon, généralement,
a survécu peut-être une génération et demie, mais au bout d'une génération ou deux générations, ça fait des Canadiens ou ça fait des Nord-Américains. Alors, le multiculturalisme, c'est soit un mensonge, dans la mesure où l'immigrant qui arrive au Canada, c'est évident qu'il va finir à un moment donné par s'intégrer à quelque chose. Il va bien s'intégrer à une identité anglophone, majoritairement anglophone, parfois francophone au Québec. Donc, ça veut dire qu'il y a une identité canadienne. Il y a évidemment une identité canadienne-anglaise, une identité francophone, une identité québécoise. Au Canada, c'est une évidence pour n'importe quel touriste qui traverse le pays, mais ça n'a pas l'air d'être une évidence pour son premier ministre. Donc, c'est un mensonge, mais c'est un mensonge dangereux. C'est-à-dire que c'est un mensonge qui est dangereux pour les identités minoritaires. Et nous, le Québec, on en est une identité minoritaire. Des fois, on l'oublie, parfois. Dans toutes les minorités qu'on nomme, là, on oublie se nommer. Nous, mais on est une identité minoritaire en Amérique du Nord. Et l'idée multiculturelle, elle est dangereuse pour ces identités-là parce qu'il y en a une qui domine pendant ce temps-là, c'est évident. Mais le « nous » est rendu un mot explosif, un mot radioactif. Oui, j'en perds mes moyens des fois quand j'entends ça, là, que le « nous » soit rendu... Écoutez, le « nous », c'est ça qui a construit le monde. Si on ne peut plus dire « nous » au Québec, si on ne peut plus dire « nous » en France, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va ouvrir nos portes à la mondialisation, tout simplement. Et c'est vrai que le « nous », ça embête la mondialisation. Il y a beaucoup de choses qui embêtent la mondialisation, mais le « nous », et les identités, ça les embête. Il y a beaucoup de grandes multinationales qui aimeraient tout simplement diffuser leur message en anglais, leur publicité en anglais à travers le monde. Ça serait des économies d'échelle et ça serait beaucoup plus pratique. Puis en plus, on a des goûts différents. Puis en plus, on n'aime pas les mêmes affaires. Puis c'est embêtant, hein? C'est embêtant pour ces gens-là. Il faudrait pour la mondialisation aujourd'hui que l'homme soit un être... je dirais sans sexe, sans famille, sans identité, sans nation. Ça, c'est l'être mondialisé parfait. C'est excellent, ça. C'est génial. C'est génial. Il y a des philosophes qui appellent ça l'homme liquide. Hein? On peut faire ce qu'on veut avec ça. On peut le prendre, on le met là, on le transporte. Il n'y a plus d'emploi là. Tu t'en vas à 500 km, tu apprends une nouvelle langue. Non, même pas d'apprendre une nouvelle langue, il n'y a peut-être plus. Il y a une langue unique. C'est ça l'idéal, je dirais, de la mondialisation. Mais imaginez-vous le désert culturel qu'on est en train de se fabriquer, hein, avec des idées comme ça. Moi, je veux vivre dans un monde où il y a des sexes, où il y a des familles, où il y a des nations, des identités, des cultures complexes à comprendre. Des racines, un passé. Puis pas seulement la télévision américaine de masse. Si on ne sort pas des grandes villes, on a l'impression que le monde, c'est fait de quoi? C'est fait de bobos. Hein, qui travaillent comme nous autres, dans les communications, qui sont en connexion avec le monde, qui prennent l'avion souvent, et des immigrants. On a l'impression qu'on peut facilement vivre là-dedans, dans une bulle, en pensant que le monde, c'est ça. La mondialisation, ce que ça veut faire, c'est des travailleurs et des consommateurs. C'est pas des citoyens. Non, pas des citoyens. Le citoyen, ce qui dérange la mondialisation, parce que le citoyen, lui, d'abord, il faut l'instruire, il faut l'éduquer avant qu'il devienne un citoyen. Ensuite, le citoyen, il réfléchit à ce qui est bon pour nous, justement, pour le groupe qui constitue. Ça peut être sa nation, ça peut être sa municipalité, ça peut être sa région. Et c'est vrai que le citoyen, c'est quelque chose d'embêtant, mais bon, ça a été l'idéal de nos sociétés. Je souhaite que ça le demeure, que ça le demeure. Ouvrir les portes, totalement les portes d'une maison en plein hiver, il fait moins 15 dehors en ce moment, ça n'a pas de sens. Une porte, c'est là pour être fermée puis ouverte de temps en temps. On accueille les gens qu'on veut bien accueillir. Et qu'on a les moyens d'accueillir. Et aussi selon nos moyens. Et aussi qu'on a les moyens. Ça varie selon les endroits, selon les pays. Un migrant à terre, en sang, blessé par balle dans de violents affrontements entre migrants, où s'affrontent Érythréens et Afghans munis de barres de fer. En France, la question de l'immigration est difficile, l'intégration est difficile, donc c'est sûr que les portes, théoriquement, devraient être plus fermées. Dans d'autres situations, à d'autres époques historiques, elles ont été ouvertes. Mais ça,
je dirais que c'est au peuple à le décider. C'est pas... Aujourd'hui, l'immigration s'impose comme une sorte de dogme. Il faut de l'immigration, puis il en faut tout le temps plus. Mais non, les peuples ont le droit de dire on en voudrait moins, on en voudrait plus. Qu'est-ce qui a causé le Brexit, vous pensez? Pourquoi il y a eu le Brexit en Grande-Bretagne? Si les Britanniques ont voté pour sortir de l'Europe, qui est un vote, à mon avis, qui ne correspond pas à ce que devrait être l'avenir économique de la Grande-Bretagne. Je pense que c'est une décision économique un peu stupide, mais que je comprends. Parce que... On veut reprendre le contrôle de sa destinée. Exactement. Les Britanniques... On ne veut pas envoyer ça à Bruxelles en disant eux autres vont décider pour nous. Absolument. Les Britanniques se sont dit on n'a pas d'avenir si on ne contrôle pas nos frontières. On veut contrôler nos frontières. Ça ne veut pas dire qu'on veut toujours les fermer. Ça veut dire qu'on veut savoir quand est-ce qu'elles sont ouvertes et quand est-ce qu'elles sont fermées. Et c'est ça que les Britanniques ont voulu faire. Et Bruxelles, le premier ministre britannique était allé négocier à Bruxelles un peu avant et il demandait justement de pouvoir mettre certaines restrictions sur la libre circulation européenne. Bruxelles a dit non. C'est un dogme, ça. C'est un dogme, la libre circulation. La Grande-Bretagne est partie. Si on ne sort pas des grandes villes, on a l'impression que le monde, c'est fait de quoi? C'est fait de bobos, hein, qui travaillent comme nous autres, dans les communications, qui sont du monde très à la mode, qui sont up-to-date, qui sont en connexion avec le monde, qui prennent l'avion souvent, et des immigrants. On a l'impression qu'on peut facilement vivre là-dedans, dans une bulle, en pensant que le monde, c'est ça. C'est du monde cool à la mode, des bobos, avec des immigrants. Mais c'est pas juste ça, le monde. C'est pas juste ça, le monde. Là. Si on fait 40 km, si on fait 50 km, si on sort de Londres, puis on va sur la côte, là, puis là, on voit tous les ouvriers de Londres qui ont été expulsés de Londres. Et eux sont obligés de s'exiler, puis ils vivent dans des petits chalets sur le bord de la côte. Là. Ils regardent les belles côtes françaises en face, là, qui sont en meilleur état. Et ces gens-là vivent dans une misère absolument incroyable, mais... Ces gens-là, ils n'existent pas. Vous écoutez la télé, vous écoutez les nouvelles, vous écoutez les téléromans, ces gens-là n'existent pas. Ils sont comme disparus et on a une classe, je dirais une nouvelle classe bourgeoise aujourd'hui dans les grandes villes. On voit ça à Paris, on voit ça à Londres, on commence à voir ça à Montréal, qui vit dans sa bulle. Donc, on reste entre nous. Le Bataclan, quand ils ont tiré sur les terrasses, les gens sur les terrasses, c'est Alain Finkielkraut, le philosophe français, qui dit il n'y a rien qui représente plus la société à son pinacle de sophistication qu'une terrasse. On est là, on lit, on se regarde, les hommes et les femmes sont ensemble, ils se séduisent du regard, il y a une joie de vivre, c'est le vivre ensemble. Tuer quelqu'un sur des terrasses, là, c'est vraiment tuer le cœur, c'est viser le cœur de ce que c'est une société. Ouais. Mais les Français ont été heurtés comme ça. On s'attaquait un peu à leur identité, pour revenir au mot du début, à ce qui faisait la caractéristique des Français. C'est-à-dire, effectivement, comme vous l'avez décrit, s'installer sur une terrasse, ce qu'on appelle la civilité, ce qui nous permet de vivre en société. Bon, elle est différente selon les pays. En France, ça passe beaucoup, effectivement, par les terrasses. Charlie, c'était ça aussi. C'était s'attaquer un peu à l'esprit français, à l'esprit gaulois, à la prétention que les Français ont de rire de tout. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Tu es Charlie. Nous sommes tous Charlie. Mais dans une société comme ça, on a le droit d'avoir un hebdomadaire qui rit de tout dans la société, qui le fait de façon civile, de façon correcte, mais qui s'amuse de tout. Et on a le droit de faire ça, même si on n'est pas obligé de l'acheter, puis on n'est pas nécessairement obligé de l'aimer, puis de l'aimer à chaque semaine. Il s'agit d'un droit dans une société de critiquer les religions. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'on a reproché à Charlie Hebdo? C'est d'avoir publié des caricatures du prophète. Charlie a caricaturé Jésus, a caricaturé tout le monde. Je veux dire, la France est une société, puis le Québec aussi, mais la France est une société où on a le droit de critiquer les religions. Et il faudrait, aujourd'hui, se dire, non, on ne vit plus dans cette société-là. On vit dans une société où la critique des religions est interdite ou est limitée. On peut en critiquer certaines, mais pas toutes. Écoutez, imaginez le recul démocratique que ça représente de se mettre à penser comme ça. On va donner raison à une bande de tueurs qui sont venus nous dire « Vous n'avez pas le droit de caricaturer mon Dieu. » Mais on est où
on est à quelle époque, là? On remonte à quelle époque du Moyen Âge? Puis encore. Où vous sentez le mieux? Chez vous, ici ou en France? Moi, je dis toujours que j'habite au milieu de l'océan Atlantique, quelque part. Sur le haut de l'océan Atlantique, je suis un Québécois indécrottable en France. Voilà. Merci.